Bonsoir Catherine, Allô Vincent. comment vas-tu? Je vais super bien. Merci d'avoir répondu à l'invitation pour nous parler du travail de Byron Katie, depuis le Québec en plus. Depuis le Québec, c'est vraiment un plaisir de te retrouver ici. Moi aussi, merci beaucoup. Alors, hop, voilà. Bon, il est 19h, allez, on Ah commence. ben oui, 19h chez toi, 13h chez nous. Et 13h au Québec. Et ouais. Ouais. Alors, rapidement, est-ce que tu peux commencer par te présenter? C'est peut-être la question la plus difficile de l'ensemble de ce live. Absolument, parce que comme je racontais à Vincent plus tôt, c'est comme cette question-là, qui es-tu? Donc, de la trame narrative de ce qu'est le personnage Catherine, je pourrais monter des centaines et des centaines de films différents. Alors, lequel choisir, quels éléments choisir pour me présenter? Alors, je vais choisir la trame de la profession, par exemple. Alors, je suis, je suis d'abord, comme on l'a mentionné, j'habite au Québec, donc je suis à Montréal, québécoise, et je suis avocate de formation. Alors, un parcours un peu atypique pour une personne qui est devenue facilitatrice du travail, mais bon, voilà. Alors, je suis avocate de formation et pourquoi avocate à l'époque? Mais c'est fou parce qu'il y a vraiment un lien entre le droit et le travail, en fait. Et c'était que déjà, à 18 ans, quand j'ai fait mon choix de carrière, j'étais à la recherche de la paix. Je voulais pas être avocate, je voulais être diplomate. Mais assez rapidement, j'ai réalisé que c'était très, très politique et que ça ne répondait pas à mes aspirations. Mais comme j'avais amorcé mon diplôme, alors je l'ai complété et par la suite, comme je ne savais pas non plus quoi faire, je l'ai terminé et je suis devenue donc avocate et j'ai pratiqué pendant plus de 25 ans dans le domaine de la télévision et du divertissement. Mais parallèlement à ça, il y a toujours eu ma quête spirituelle, toujours. Depuis que je suis enfant, je pense que je suis en quête de sens. Et ça s'est intensifié parce que souvent, c'est la souffrance, en fait, qui nous amène dans une quête. Et c'était le cas pour moi, en tout cas. La souffrance est devenue le moteur de ma quête. Donc, comprendre pourquoi je souffrais. Et puis c'est en 2009, finalement, que j'ai découvert le travail. En fait, j'avais des amis à la maison et puis je me plaignais de ma relation amoureuse. Et puis, et il y a un ami qui m'a dit « Ah, j'ai quelque chose pour toi! » Et il m'a tendu Une bague. un livre de… Ah oui, c'est ça! Il m'a tendu un livre de Byron Katie. Puis là, en français, je l'ai lu en anglais, mais c'est… attends. C'est celui qui dit « Ah oui, c'est ça, j'ai besoin que tu m'aimes. Est-ce vrai? » Alors, c'était vraiment mon entrée en matière dans le travail. Wow! J'ai lu ça en une soirée et ça y est, j'étais plongée totalement dans le travail. Ça a été très, très rapide. Ça a été violent même. Je suis allée immédiatement imprimer des feuilles de travail. En fait, c'était la feuille de travail, on y reviendra, mais c'était la feuille de travail. Dévoile pas tout de suite. C'est ça. C'était la feuille de travail, une croyance à la fois. Et là, chaque fois qu'il y avait une pensée qui était stressante, là, je la notais et puis je faisais le travail et j'allais de découverte en découverte. Et j'étais encore à Montréal à cette époque-là, donc en 2009. Et puis, peu de temps après, j'étais tombée en amour avec un homme de Vancouver à l'autre bout du pays. Alors, je suis partie vivre à Vancouver en 2010. Et là, je n'étais pas loin de la Californie. J'étais sur le même fuseau horaire, donc Vancouver et
et Los Angeles. Alors, voilà, je suis entrée je suis allée faire l'école, donc The School for the Work, et je suis entrée dans le parcours de certification. Voilà. Et c'était un long parcours, comme tu sais, hein, Vincent. Je suis inscrit aussi, oui. Ouais. Et je suis finalement devenue certifiée, bon, pour ce que ça veut dire, en 2017. Alors, voilà. Et en 2018, c'était la fin de tout un paquet de choses. En 2018, je suis entrée c'est une année, l'année des fins. Alors, c'était la fin de ma relation amoureuse. J'ai décidé de mettre fin à cette profession. J'ai quitté mon travail. J'ai décidé de me permettre de ne plus avoir de sécurité financière. Et je suis rentrée au Québec. Et en entrant au Québec, j'ai aussi donc laissé derrière moi la presque totalité de mes biens matériels. Donc, c'était vraiment une période très, très intense de renonciation à tout et encore une période très profonde de questionnement de tout ce à quoi je m'attachais encore, hormis, bien sûr, on s'attache toujours à des croyances, mais il y a toujours un aspect de sécurité de contrôle dont on n'est pas nécessairement conscient jusqu'à ce que on entre dans ces phases-là de fin, de transition. Alors, voilà, ça a amené énormément d'eau au moulin pour moi. Donc, dans les 2 dernières années, c'était une espèce d'intensification de ma quête parce qu'évidemment, les fins amènent son lot de souffrance. Alors, donc, The Work a été mon fidèle allié. Alors justement, The Work, le travail, maintenant qu'on connaît bien les origines et comment s'est construite la Catherine avec qui on discute aujourd'hui, comment le travail est apparu? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les origines, d'où ça vient, qui l'a mis en place? Oui. Alors, le travail, on l'appelle le travail de Byron Katie. Byron Katie, en fait, qui est cette californienne, donc américaine de 77 ans maintenant. Mais alors, Byron Katie était dans une grande souffrance aussi. Pendant 10 ans de sa vie, ça s'est vraiment intensifié. Donc, suicidaire, elle quittait plus sa chambre. Et puis, à un moment donné, je pense dans comme un moment de désespoir, elle s'est rentrée dans je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais en anglais, on appelle ça un halfway house, comme une espèce de maison pour femmes, à tout le moins. Et c'est là qu'elle a vécu une immense réalisation. Elle a réalisé un matin, parce qu'elle ne s'autorisait même pas à dormir dans un lit, elle dormait par terre à côté de son lit. Et un matin, à son réveil, elle a réalisé que toute sa souffrance venait du fait de s'identifier aux croyances, aux pensées qui émergeaient dans sa tête. Donc, elle a vu que quand elle s'identifiait à ses pensées, elle souffrait et que quand elle ne s'y identifiait pas, elle ne souffrait pas. Et ça a été un moment de grande libération pour elle. Et donc, c'est de là qu'est né le travail, The Work. Et c'est venu sous forme de questions. C'est extrêmement simple, mais c'est très puissant, The Work. Et donc, c'est un travail, en fait, donc The Work, c'est un travail d'investigation des croyances stressantes qui nous causent la souffrance. Alors, c'est aussi simple que ça. C'est une méthode d'investigation de croyances stressantes. Et quand on fait le travail, mais ce qui se passe, c'est que en venant questionner
la pensée à laquelle on s'attache, eh bien, en y jetant la lumière, c'est comme si la pensée lâche prise sur nous. On n'a même pas besoin, on n'a pas besoin, de toute façon, on se dit souvent que si je pouvais lâcher prise sur les pensées, mais on ne peut pas lâcher prise sur une pensée. On a bien beau essayer, on l'essaie autant comme autant, right? Mais non, c'est en jetant la lumière de notre propre conscience sur la pensée que c'est la pensée qui disparaît. Elle cesse d'avoir autant d'emprise sur nous, en fait. Mm. Et puis, des fois, c'est radical, puis des fois, c'est plus progressif. Dépendamment du type de croyance. Il y a certaines croyances que j'ai dû investiguer plusieurs fois. Il y avait toujours un angle différent, mais voilà. Alors, en gros, c'est ça. Donc, c'est 4 questions de work et les retournements. Alors, justement, quelles sont ces 4 questions? Alors, la première question. La pensée qui me cause du stress. Question numéro 1, est-ce que c'est vrai? Par exemple, si je dis que toi, Vincent, tu me rejettes. Alors, tu me rejettes serait la pensée que j'investiguerais. Et la première question que je poserais, que je me poserais à moi, c'est est-ce que c'est vrai? Deuxième question, s'il y a un oui à la première question, si c'est oui, c'est vrai, Vincent me rejette. Alors, la deuxième question, c'est est-ce que je peux absolument savoir que c'est vrai? Est-ce que je peux absolument savoir que c'est vrai? Troisième question, comment réagissez-vous? Que se passe-t-il quand vous croyez la pensée? Donc, si je fais le travail avec moi-même, donc comment est-ce que je réagis? Comment est-ce que je réagis? Qu'est-ce qui se passe quand je crois la pensée que Vincent me rejette, par exemple? Et là, on va vraiment observer la relation de cause à effet entre la pensée et ce que ça crée comme réalité dans ma vie. Alors, on va aller regarder, par exemple, il y a des sous-questions, la question 3, on va aller regarder les émotions, les images, comment je traite l'autre, comment je me traite moi, en tout cas. Mais il y a plusieurs sous-questions qu'on peut utiliser pour approfondir le processus. Mais la question 3, c'est vraiment là, on va observer toute la relation de cause à effet. Qu'est-ce qui arrive quand je m'attache à cette pensée-là? La question 4, extrêmement importante, c'est qui serais-je sans cette pensée? Qui serais-je sans cette pensée? Sans la pensée, par exemple, dans l'exemple que je donne de Vincent me rejette, alors comment serait mon moment présent ici maintenant sans cette pensée-là? Alors, on se dépose et on attend que la réponse émerge. Et ça, c'est important. C'est un élément important à se souvenir quand on fait le travail parce que, à prime abord, le travail, ça ne se fait pas intellectuellement, même si on a l'impression que le point de départ, c'est une pensée, donc ça semble intellectuel. Que ce soit très mental, mais en fait, non. Ouais. Exact. On a l'impression que ça peut donner l'impression qu'on va répondre aux questions du point de vue du mental, mais c'est pas de là qu'on répond aux questions, en fait. On se dépose d'abord en soi et c'est de cet espace neutre ou du témoin, en fait. C'est de là dont on va partir pour répondre aux questions. Donc, on pose la question et on attend que la réponse émerge. Ça, c'est super important quand on fait le travail. Et puis ensuite, il y a les retournements. Alors, les retournements, c'est super intéressant parce qu'on vient intégrer toutes les perspectives. Parce qu'au départ, quand moi, je m'attache à l'idée que Vincent me rejette, par exemple, je m'attache à une perspective et j'ai l'impression que j'ai totalement raison. Mais quand on va dans les retournements, on s'en vient intégrer d'autres perspectives. On va voir si les perspectives opposées, si c'est possible que la perspective opposée soit
aussi vrai ou même plus vrai. Alors, je te donne un exemple. Ben, tu sais déjà, mais je veux, pour le bénéfice des gens qui nous regardent, qui connaissent pas nécessairement le travail. Alors ils me rejettent si je leur... Alors, 3 façons de retourner cette pensée-là. Des fois, il y en a plus qu'une. Donc, ils me rejettent devient, si je retourne vers moi, je me rejette. Alors, comment est-ce que dans une situation donnée, c'est aussi vrai ou sinon plus vrai que, en fait, c'est moi qui me rejette? Alors, comment est-ce que je fais ça? Et là, on va trouver des exemples précis, concrets, authentiques pour venir illustrer comment on fait ça. Ensuite, il y a le retournement vers l'autre. Alors, au départ, j'ai la croyance que Vincent me rejette. Maintenant, si je retourne vers toi, on échange les rôles. Alors, ça devient « je rejette Vincent ». Alors, comment, encore une fois, comment est-ce que c'est aussi vrai ou sinon plus vrai que « je te rejette ». Là encore, on se dépose dans le retournement et on attend que les réponses émergent. Donc, quels seraient des exemples? Comment je fais ça? Et c'est en fait tout le travail qui a précédé, donc des questions 1 à 4, qui vont beaucoup me renseigner sur les retournements. C'est un peu comme si le brainstorming s'est fait pendant les 4 questions et puis finalement, ça permet que ça émerge dans les retournements. Souvent, je vais avoir été renseignée auparavant de mes retournements. Alors, donc c'est ça. Deuxième retournement, c'est vers l'autre. Je rejette Vincent. Comment est-ce que je fais ça? Troisième retournement, on retourne à son opposé. Donc, Vincent me rejette, ça devient Vincent ne me rejette pas. Ou alors, Vincent m'accepte. Et encore là, on trouve des exemples concrets, précis, authentiques de comment est-ce que ça peut être aussi vrai. Alors, comme tu sais, ça exige d'être vraiment ouvert. Ça exige d'avoir vraiment envie de connaître la vérité. Donc, ça exige une honnêteté radicale, en fait, pour s'ouvrir à d'autres perspectives. Puis, par expérience, des fois, je la veux pas, la réponse. Non, je veux avoir raison. Des fois, c'est comme ça. Des fois, c'est non, désolé. Là, je vais avoir raison. Donc, oui, c'est vrai. Oui, c'est absolument vrai. Puis voilà. Alors, dans l'exemple que tu donnes, tu pars d'un jugement sur quelqu'un, en l'occurrence Vincent, et finalement, ce que j'ai retenu dans ce que tu dis au sujet des 4 questions, c'est que tu vas aller explorer le lien de cause à effet entre ce que tu crois, la pensée, et ce qu'elle fait émerger, les ressentis, les émotions. Donc, finalement, est-ce que on pourrait dire que la personne que tu juges au départ n'a rien à voir avec ce que tu crois ou ce que tu vis? Absolument. Et ça, il faut l'avoir fait pour le savoir. Parce que de l'extérieur, ça peut sembler absolument vrai. Mais quand on s'immerse, quand on se plonge dans le travail, on se rend compte en fait que c'est toujours notre projection sur l'autre. On interprète les choses à travers nos propres lentilles. Donc, Byron Katie a dit ça, elle dit, si je suis sur un stage et qu'il y a 300 personnes qui me regardent, il va y avoir 300 différentes perceptions de Byron Katie. Donc, personne va avoir la même interprétation de qui est Byron Katie. Donc, c'est la même chose. C'est ce que je perçois en toi, c'est à moi, c'est ma perception, c'est mon interprétation, c'est je te regarde à travers mes propres yeux et ça n'a rien à voir avec toi. Ça, c'est dur, des fois, accepter ça parce que ça vient avec une prise de responsabilité. Puis des fois, on ne veut pas. On ne veut pas prendre la responsabilité de sa croyance.
parce qu'il y a des raisons pour lesquelles on s'attache à nos croyances. Ça nous fait la promesse qu'on va être en contrôle, ça nous donne la promesse qu'on va être en sécurité. Et puis là, soudainement, on vient dire non, on vient questionner ça. Donc, je dois accepter de retirer cette espèce de manteau de protection que je m'étais mis en disant non, c'est la faute de Vincent, c'est lui, ma souffrance, c'est Vincent qui la cause parce qu'il me rejette. Et là, soudainement, je viens enlever ce manteau-là de c'est la faute de Vincent pour finalement me mettre à nu et voir est-ce que c'est absolument vrai. Donc, cette notion de zone de confort un peu ben, ça revient certainement. Oui, ça peut venir. Je cherche le terme. Oui, ça peut nous sortir de notre zone de confort, de ce qui est familier, mais souffrant. C'est ça qui est paradoxal. Familier, mais souffrant. Mais il vient un moment donné, quand on a. En tout cas, moi, c'était mon processus parce qu'à un moment donné, après avoir vécu le même type de croyances en boucle, il vient à un moment donné, bon, mais OK, il y a un dénominateur commun, c'est toujours moi le dénominateur commun. Donc, je peux bien dire que c'est toujours X, Y, Z, que c'est telle personne ou telle situation, mais en bout de piste, je suis toujours le dénominateur commun. Alors, il vient à un moment donné, c'est comme, bon, ben, OK, je vais aller à la source, là. Si je veux vraiment connaître la vérité, je vais accepter de remettre en cause, de sortir finalement de ma zone de confort, puis d'aller voir s'il y a pas, si la vérité n'est pas ailleurs. Alors, d'après ton expérience, ta pratique, est-ce que tu peux nous expliquer quels pourraient être les bénéfices du travail? Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de cette pratique, de cette démarche? Ça, c'est une question intéressante parce que dans mon expérience, c'est vraiment la quête de vérité qui me guide. Parce que à chaque fois que j'ai une attente de résultat de ce que va m'apporter le travail, c'est comme si j'arrive déjà, c'est comme s'il y a un agenda caché. Et je ne suis pas totalement libre à ce moment-là parce qu'il y a une partie de moi qui espère ou qui veut un résultat précis. Et donc, j'entre pas dans un état où je me permets totalement de faire éclater la croyance. Alors, je reste comme dans des réponses qui vont continuer de me conforter dans ma croyance. Et donc, ça n'amène pas à une libération. Alors, c'est un peu paradoxal parce que c'est vraiment... c'est la quête, c'est le désir de vérité avec un grand V. C'est le désir de vérité qui est en fait le moteur et non pas le résultat en soi parce que c'est ça, être en attente d'un résultat, ça nous... D'où l'importance de ne rien attendre, justement. Sinon, on part déjà avec une part de vérité et on se prive de ce qu'on pourrait découvrir, c'est ça? Absolument. Absolument, exactement. On se prive de ce qu'on pourrait découvrir et qui pourrait amener enfin une libération, un état finalement d'expansion et de paix. Alors, justement, on va peut-être répondre tout de suite à une question de quelqu'un qui suit le live, Lorenzo. Bonsoir, Lorenzo. Il pose une question qui est: comment ce processus vous a aidé au quotidien ou dans vos plus grandes souffrances? Oui, comment est-ce que ça m'a aidé? Quand je m'attache à une pensée, c'est comme si... Donc, quand je m'attache à une pensée, je deviens identifiée à cette pensée-là. Et à travers l'identification, ça crée ma réalité. Donc, par exemple, dans l'exemple que je donnais tantôt, Vincent me rejette, quand je crois ça,
mais ce que ça me crée comme réalité, c'est quelqu'un qui est rejeté. Je vis toute l'émotion du rejet, et ça me fait agir d'une certaine façon, ça me fait te traiter de toi, par exemple, dans cet exemple précis, Vincent, d'une certaine façon, je me traite moi d'une certaine façon. Ça vient comme perpétuer une trame narrative dans ma tête, un peu comme, enfin, peu importe. Mais donc, ce que fait le travail, c'est qu'on vient questionner si le film, la trame narrative à laquelle je m'attache, si elle est vraiment, vraiment vraie. Parce que finalement, c'est souvent l'exemple que je donne à mes clients. C'est un peu comme si on va au cinéma. Quand on va au cinéma, on est assis dans la salle et on regarde le film à l'écran. Alors, c'est ça, c'est ce qui se passe. Donc, le film à l'écran, c'est un peu la même chose de ce qui se passe dans ma tête quand je m'attache à une pensée. Parce qu'un moment, là, quand c'en est une là, qui est viscérale, que je m'attache à cette pensée-là, ça me fait vivre euh, toute la trame narrative de la pensée. Donc, c'est un peu comme au cinéma. Et là, je vois le film, ce film-là, qui est celui de la pensée elle-même, qui se joue à l'écran. Et je suis tellement identifiée que j'ai vraiment l'impression, je vois toutes les images, je vois l'action se dérouler, et j'ai vraiment l'impression que c'est vrai. D'ailleurs, on en fait l'expérience quand on va au cinéma. On a beau être dans la salle, mais quand le film est vraiment bon, on est vraiment pris par ce qui se passe. On va avoir peur, on va rire, ça va nous faire vivre toutes sortes d'émotions. Mais quand on est au cinéma, éventuellement, la lumière s'ouvre, le film se termine, la lumière s'ouvre et là, on se rend compte, ah ben oui, j'étais toujours assis dans la salle. J'ai jamais été dans le film, même si on a l'impression d'avoir été vraiment partie prenante du film à l'écran, mais c'est un peu la même chose avec quand on s'attache à une croyance, à une pensée et que ça devient un film dans notre tête, il y a une trame narrative qui joue dans notre tête, ça devient notre réalité, mais c'est viscéral parce que il y a une émotion, il y a des fois plus qu'une, il y a plusieurs émotions, donc ça nous fait vraiment sentir comme si ce qui se vit est absolument vrai à cause de l'émotion. Donc, la pensée et le ressenti sont interreliés, sont connectés. Et donc, c'est le même feeling que d'être assis dans un cinéma en train de regarder un film puis d'être totalement absorbé par le film. Alors c'est le travail, c'est ce qui nous permet de se rendre compte finalement qu'on est juste assis dans la salle de cinéma et qu'on n'est pas dans le film, que ce que je suis en essence est jamais altéré par le film à l'écran. Et ça, c'est une réalisation fondamentale. Quand on se met à réaliser qu'on n'est pas nos pensées, qu'on n'est pas nos émotions, que ça ne nous définit pas, que ce que je suis, c'est rien de ça, bien là, il y a une grande liberté qui s'installe. Là, il y a une paix parce que de plus en plus, et de plus en plus rapidement aussi, on se rend compte que, parce que pour moi, le signal d'alarme, c'est l'émotion. Donc, quand j'ai une émotion, peu importe c'est quoi, de la peur, de l'anxiété, de la culpabilité, c'est le signal d'alarme. Ça vient me dire, cette sensation physique-là, et vient me renseigner sur le fait que je suis en train de m'attacher à quelque chose qui n'est pas très vrai. Pas très vrai pour moi. Pas pour personne d'autre. C'est vraiment... le travail, c'est très personnel. C'est vraiment... Ce sont notre attachement aux croyances. C'est ça qu'on vient remettre en question. Donc, c'est pas très vrai pour moi. Et quand je vis une émotion intense, donc c'est le signal qui vient me dire, ben là, c'est le temps que tu te questionnes sur cette pensée-là. Si c'est vrai, si c'est absolument vrai. Et avec le temps, mais c'est de plus en plus facile. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je le fais et c'est de plus en plus facile. Il y a de plus en plus de paix qui s'installe
Puis aussi, c'est comme ça amène à une réalisation de ce que je suis en essence. Et ça émerge, plus ça, c'est en expansion, plus je reviens dans cette essence-là, moins je suis tributaire des circonstances de ma vie, ou des... c'est ça. Moi, je suis tributaire des circonstances de ma vie. Donc, c'est moins... il y a de moins en moins de souffrance. Quand il y en a, ben, je me dis, ah, OK, je sais quoi faire. Alors, souvent, certaines personnes rétorquent à ce que tu viens d'expliquer que, alors, il faut mettre de côté les émotions, c'est souvent ce qu'on entend, mais finalement, l'émotion, c'est ce qui arrive après la pensée. Donc, on est bien d'accord que l'émotion, c'est juste, comme ce que tu disais, un signal d'alarme, une petite lumière qui s'allume, et que c'est ce qu'il y a au-dessus qu'on doit travailler. Oui, en fait, dans mon expérience, c'est intimement lié. C'est intimement lié. Pensée, émotion, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est souffrant. C'est souffrant parce que l'émotion correspondante, que c'est inconfortable. Mais ce qu'on se rend compte, en fait, l'émotion, c'est la réponse du corps à quelque chose qui n'est pas très vrai. C'est notre être même qui nous renseigne, qui vient nous dire que ce à quoi on s'attache, ce n'est pas vrai. Mais pour moi, c'est intimement lié parce que j'observe que l'émotion, puis de vouloir ne pas sentir l'émotion, donc l'inconfort d'une émotion va provoquer encore plus le mental à aller chercher une solution. Non, non, je ne veux pas sentir ça. Non, il faut absolument que je me sorte de là. Il faut que je me soustrais à cet inconfort-là. Alors, ça amène une espèce de cercle vicieux, encore davantage de plus de pensées et donc de plus d'émotions, et ça se nourrit comme ça. Mais c'est la joie, on peut rester dedans. En fait, ce qui est intéressant d'observer, c'est que plus on fait le travail, plus on se rend compte que l'émotion, en fait, c'est une sensation physique. Et plus on s'en approche, plus on finit par voir que c'est ni positif ni négatif, que c'est ni OK, ni pas OK, que c'est totalement neutre. De la même façon qu'on peut avoir, comme n'importe quelle sensation, il y en a qui sont plus intenses que d'autres, on peut se cogner le coude, tu vois, puis que la sensation physique soit intense. Bon, des fois, ça va nous déclencher une colère, mais des fois, non. C'est juste intense. Puis bon, alors on est présent avec la sensation. Mais éventuellement, c'est ça, c'est que l'émotion, plus on est présent avec l'émotion, plus on se rend compte en fait que ça ne veut pas dire ce qu'on pense que ça veut dire. Alors, tout à l'heure, tu disais que tu étais facilitatrice du travail de Byron Katie. Ça consiste en quoi, être facilitatrice? Mais dans mon travail comme facilitatrice, j'accompagne. J'accompagne les autres dans leur travail. Donc, si je fais une séance individuelle, alors je vais accompagner mon client ou ma cliente dans le travail. Donc, ça peut être difficile parfois d'identifier une croyance. Donc, ça fait partie de mon rôle comme facilitatrice d'aider la personne à identifier ce qui est présent. Donc, identifier la croyance qui est à l'origine de la souffrance. Et voilà, donc ça, je dirais que c'est un des rôles comme facilitatrice. Et ensuite, c'est vraiment de tenir le cadre de la facilitation. Alors, les 4 questions, les retournements, mais aussi, ce que j'ai observé, c'est que bon, d'abord, comme tu sais, il n'y a aucune pensée qui est neuve. Toutes les pensées sont recyclées.
Donc, ça veut dire que quand je fais le travail avec quelqu'un, j'entre en résonance parce que je peux absolument trouver la même pensée à l'intérieur de moi. Absolument. Je peux totalement aussi ressentir l'impact de la pensée dans mon système. Il n'y a jamais rien de personnel, en fait. Non, c'est absolument pas personnel. Ça, c'est incroyable comme réalisation. Donc, quand je fais le travail, je suis en résonance avec l'autre personne. Et ça, c'est génial parce que finalement, c'est tout pour moi. Tout est pour moi parce que le travail de l'autre personne, ça devient mon travail. Et mon travail, et en même temps, puisque je suis en résonance, tout ce qui émerge à l'intérieur de moi devient des fils conducteurs. Alors, je peux utiliser ce qui émerge à l'intérieur de moi intuitivement pour poser des questions, des sous-questions, aller des fois dans une certaine direction. Donc, ça m'instruit sur comment guider en quelque sorte l'investigation. Alors, on va continuer avec les questions que nous posent les participants. Tu Oui. viens de dire « tout est pour moi ». Oui. Et il y a Luc qui demande comment gérer la culpabilité dans le travail. Est-ce qu'on parle, OK, la culpabilité dans the work? Oui. OK, la culpabilité dans the work. Ah, oui, ça c'est une super question. Attends, comment gérer la culpabilité dans the work? Si je vis de la culpabilité, c'est que le mental s'est immiscé à nouveau dans ma facilitation, dans mon investigation. Ça veut dire qu'il y a une partie de moi, et ça peut être super subtil, particulièrement quand on retourne vers soi, par exemple, des fois. Il y a une partie, ça veut dire qu'une partie de moi qui, de façon assez subtile et insidieuse, s'est immiscée dans le processus, et là, il y a un espace qui vient me juger. Donc, c'est un peu comme une autre voix qui vient juger ce que je suis en train de découvrir. Donc, qui vient dire, par exemple, un peu comme le bourreau. C'est comme, je peux découvrir, par exemple, que j'ai fait des trucs qui ont pu blesser quelqu'un d'autre. Alors, je peux faire cette découverte-là en faisant le travail. Et en découvrant que j'ai pu blesser quelqu'un, ça peut faire émerger à nouveau le mental, la voix à l'intérieur de moi, le bourreau qui vient dire « Ah, c'est ça, t'es une mauvaise personne, voilà ce que tu as fait. » Puis, et ça donne, finalement, ça ouvre à nouveau la porte à une nouvelle croyance. Mais souvent, elles sont tellement subtiles que c'est pas immédiatement évident. Mais oui, j'ai eu aussi à gérer ça. Alors, comment on le gère? Comment on le gère? Pour moi, c'est toujours la même chose. Aussitôt qu'il y a une contraction, aussitôt qu'il y a une place qui fait « Ah », pour moi, c'est le signal. Alors, puis si c'est à l'intérieur d'une investigation, mais j'y vais. Si je me rends compte que non, c'est inconfortable, ça ne m'amène pas à une paix, alors je sais que je suis à nouveau en train de croire quelque chose qui n'est pas très vrai. Donc, nouvelle invitation à aller voir qu'est-ce que c'est en train de dire. Souvent aussi, le point de départ, bon, en tout cas, moi, souvent, mon point de départ, c'est l'émotion. Et je vais m'asseoir dans l'émotion et je vais la laisser m'instruire. Je vais la laisser me dire qu'est-ce qu'elle veut me dire. Donc, s'il y a une contraction, puis que, par exemple, émerge je suis mauvaise pour avoir posé tel geste, par exemple, alors je vais aller questionner ça. Donc, c'est de ma faute. Ah, par exemple, ça pourrait donner lieu à « c'est de ma faute ». J'ai fait quelque chose de mal. Alors là, je vais à nouveau questionner cette croyance-là. J'ai fait quelque chose de mal. Est-ce que c'est vrai? Voilà. Donc, on peut que gérer au cas par cas.
On peut toujours... C'est que maintenant, donc, il n'y a que maintenant qui existe. Alors, on ne peut gérer qu'ici et maintenant. Donc, si je vis une contraction, je questionne à quelle pensée est-ce que je m'attache et je peux le faire seulement une croyance à la fois. Je ne peux pas gérer de façon générale. Je ne peux pas gérer de façon générale. Donc, c'est quand ça arrive, OK. Alors, c'est intéressant que tu dises on ne peut gérer que l'ici et le maintenant, le moment présent, puisque Lorenzo et Luc ont une question assez similaire qui est est-ce que cela marche pour les croyances familiales ou transgénérationnelles? Et est-ce que les mémoires dans le ventre de la mère peuvent être abordées avec le travail? Tout a été abordé par le travail, mais c'est ma croyance que je vais questionner. Donc, si je vis une souffrance en lien avec une croyance transgénérationnelle, parce que, évidemment, il y a toutes sortes, on a hérité de toutes sortes de croyances. Il y a les croyances qui ont émergé à travers notre expérience personnelle dans notre vie. Mais il y a aussi toutes les croyances dont on a hérité effectivement de nos parents, de nos ancêtres, donc qui se passent de génération en génération. Il y a toutes les croyances qui sont issues de notre culture, donc de nos milieux de vie. Mais la raison pour laquelle c'est souffrant, c'est parce qu'une partie de nous l'a adopté. Donc, c'est pas parce que ma mère l'a eu que c'est souffrant. Ou c'est pas parce que c'est ma mère qui l'a vécu et qui me l'a passé. Oui, absolument. Ça m'a été transmis. Mais le point de départ, c'est que moi, je l'ai fait mienne. Donc, à ce moment-là, je suis le point de départ. Ouais. Et donc, ouais. Et donc, par rapport à ces croyances, est-ce qu'on va aller finalement travailler par rapport à une personne, la mère, le grand-père, l'arrière-grand-père, je ne sais pas, la tante, ou est-ce qu'on travaille sur soi? Mais ça dépend, parce que ça dépend de l'angle. Et j'aimerais bien avoir un exemple de croyance, mais disons que je vais donner un exemple dans ma propre vie, parce qu'il y a une croyance transgénérationnelle que j'ai observée, moi, dans la lignée maternelle, donc du côté de ma mère. On a une croyance à l'effet que on a de la difficulté à recevoir. Donc, on est toujours... on doit être indépendante, on doit être forte, on doit s'occuper de tout, on ne doit pas dépendre de personne ni de rien. Donc, ça fait partie un peu d'une croyance transgénérationnelle. Maintenant, je ne peux pas prendre ma mère comme point de départ, à moins que je vive une situation particulière par rapport à ma mère. Et puis, bon, par exemple, si je sens que si je vis quelque chose par rapport à ma mère, par exemple, elle ne me reçoit pas dans ma souffrance, par exemple. Ça, c'était une de mes croyances. Ma mère ne me reçoit pas. Ben là, à ce moment-là, donc ma mère devient... ben c'est comme ça que ma croyance va être nommée. Donc, ma mère ne me reçoit pas. Alors, je n'ai pas besoin d'entrer dans toute l'explication du comment, du pourquoi. C'est que je ne prends que la pensée elle-même, que la croyance elle-même. Et c'est mon point de départ. Donc, mais je suis toujours le point de départ. Et ça peut être au jeu ou à n'importe quel temps. Donc, ce que je perçois, par exemple, ma mère a vécu tel truc et ça veut dire, parce que je peux bien aller faire le travail sur ma mère a vécu tel truc, mais je n'ai pas nécessairement une expérience personnelle de ça. Donc, si je faisais le travail avec quelqu'un qui vivait une croyance transgénérationnelle, ben
j'irai voir davantage, je poserai davantage de questions pour dire, et toi, qu'est-ce que ça signifie dans ta vie? Quel Alors impact justement, Lorenzo a donné un exemple qui Oui. est le dernier d'une fratrie ne peut pas faire sa vie. Le dernier d'une fratrie ne peut pas faire sa vie. Mais ça, déjà en soi, Là, pour moi, on a la belle croyance. on a la belle croyance déjà là. Alors, si je devais faire le travail avec lui, alors ce serait C'est exactement ça. peut-être l'occasion d'expliquer les différentes feuilles de travail. Oui. Alors, le dernier d'une fratrie ne peut pas faire sa vie. Il y aurait deux façons de faire le travail avec ça. Donc, une première façon, si on veut faire le travail de façon individuelle, alors on prendrait la feuille de travail qui s'appelle « Une croyance à la fois ». Et pour le bénéfice de tous, toutes les ressources, toutes les feuilles de travail se retrouvent sur le site web thework.com. thework.com, et il y a un onglet francophone dans lequel toutes les ressources ont été traduites. Alors, donc, je prendrais la feuille de travail « Une croyance à la fois ». Et c'est une feuille qui nous permet d'aller apposer notre pensée, et toutes les questions y sont. Donc, les 4 questions, les retournements. Alors, on peut tout simplement, on le fait par écrit et on suit la feuille finalement. On suit chacune des questions une après l'autre. Une autre façon, ce serait d'aller chercher, une autre façon d'investiguer cette croyance-là, ça serait d'aller investiguer une situation spécifique où on a vécu ça. Donc, concrètement, alors, le dernier d'une fratrie ne peut pas faire sa vie. Alors, trouver un exemple où je ne peux pas faire ma vie. Donc, par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple? Je ne peux pas faire ma vie. Une situation pratique, c'est, par exemple, je suis responsable. Non, je ne peux pas faire ma vie parce que faudrait voir le pourquoi. Là, parce que, l'idée que j'ai de ça, c'est qu'il y a des frères ou des sœurs qui sont au-dessus, qui empêchent certainement le Benjamin de se réaliser. Donc, peut-être aller voir, oui. Donc, ça serait un angle, par exemple. Au sujet des grands frères ou des grandes sœurs. Au sujet des grands frères et des grandes sœurs. Alors, qu'est-ce qu'ils font qui me privent de mon... Qu'est-ce qu'ils font? Donc, j'irai voir de façon très spécifique qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que je pense qu'ils font qui m'empêche de vivre ma vie, de me réaliser. Alors, par exemple, ça pourrait être il me... je cherche le terme... ils se moquent de moi ou ils ne me prennent pas au sérieux, ils me jugent, ils me critiquent. Alors là, donc ça nous amène par exemple à la feuille de travail, juger votre prochain. Et ça, c'est une super feuille. Et c'est une feuille qu'on peut utiliser justement quand il y a un jugement, quand il y a le jugement de quelqu'un, d'une autre personne. Alors, par exemple, mon grand frère critique mes choix de vie. Alors, mon grand frère critique mes choix de vie. Et donc, en utilisant la feuille de travail « Jugez votre prochain », ça nous donne une façon d'aller regarder tous les angles possibles d'une croyance. On va regarder, par exemple, ce que je veux. Donc, ça, bon, je veux juste rajouter que quand on fait ce type de feuille-là, on doit s'asseoir dans une situation spécifique. Ça aide d'aller trouver une situation spécifique où la croyance a émergé. Alors, ça peut être, par exemple, un dîner en famille. Et mon grand frère m'a dit quelque chose, et là, ce qui a émergé pour moi, c'est il critique mon choix de vie. Alors là, je prendrais ma feuille de travail « Jugez votre prochain ». Je mettrais alors, je suis en colère, par exemple, ou je suis déçue, ou peu importe l'émotion qui est présente, contre mon frère parce que
il critique mon choix de vie. Mhm. Et alors ça serait mon numéro 1. Ensuite, les autres questions nous amènent dans, mais qu'est-ce que je veux alors? Qu'est-ce que je veux de lui dans la situation? Ça, c'est un des angles d'exploration. Un autre, c'est qu'est-ce qu'il devrait faire pour que je sois heureux dans cette situation-là, faire ou pas faire. Une autre exploration, c'est j'ai besoin de quoi j'ai besoin de lui. Qu'est-ce que j'ai besoin qu'il fasse, qu'il dise pour que je me sente en paix, heureux, finalement pas en souffrance. Mhm. Et donc, cette feuille de travail vient nous renseigner sur tous les angles qui peuvent être associés à une croyance. Et c'est Donc, très riche. Lorenzo demande si ça ne peut pas être les parents qui ne croient pas en moi. Donc, bien sûr, si, on peut remplacer le grand frère ou la grande sœur par les parents et critique mes choix de vie par ne crois pas en moi. Oui. Alors, mes parents ne croient pas en moi. Encore une autre très belle croyance universelle. Je pense que tout le monde là, que quelqu'un quelque part ne croit pas en nous. Et donc, oui, super intéressant à aller investiguer. Alors, est-ce que c'est vrai? Trouver une Et situation. effectivement, voilà, bien se poser dans une situation où on a ressenti ça Oui, et recueillir toutes les pensées qu'on croit au sujet de nos parents à ce moment-là, c'est ça? absolument. Absolument. Une autre question de Nathalie. Est-ce que tu peux aborder n'importe quelle problématique avec le travail? D'après. Dans mon expérience, absolument. Absolument. N'importe quelle problématique. Parce qu'une problématique, en fait, c'est un problème. Donc, dans l'idée de problématique, c'est l'idée d'un ensemble de problèmes sur un sujet. Donc, n'importe quoi qui me crée de la souffrance peut être abordé avec le travail. Et par rapport aux maladies, alors? Oui, par rapport aux maladies aussi. Mais encore une fois, l'objectif du travail, c'est pas de dire qu'en faisant le travail, soudainement, je vais être guérie. Donc, si j'arrive avec une attente sur ce que doit être le résultat, là, je me prive de la possibilité d'aller découvrir tout un pan de mon inconscient qui émerge pas parce que je suis tellement attachée à ma croyance. Mais oui, si d'avoir d'avoir une maladie ou de vivre une souffrance physique me cause une souffrance mentale, parce que c'est le plus difficile, c'est pas tant la souffrance physique, c'est la résistance qu'on a à l'idée de la maladie. C'est ça qui est à la source ultimement de notre souffrance. Une souffrance qui est mentale. C'est une souffrance non, je veux pas ça. Je veux pas vivre ça parce qu'on a toutes sortes d'interprétations par rapport à ça, donc par rapport au cancer, par exemple, de ce que ça veut dire pour nous que d'avoir le cancer, par exemple. Alors, il y a une vidéo magnifique, très connue justement, d'une investigation entre Katie, Byron Katie et quelqu'un qui a le cancer. Je rajouterai tout ça en ressources à la suite du live. Super. Oui, il y a tellement de vidéos. Si vous parlez anglais, il y en a des dizaines et des dizaines. Bon, en français, il y en a quelques-unes aussi. Ça commence, ça vient, on y travaille. On y travaille. Une autre question de Sandra. Oui. Est-ce que l'on se détache émotionnellement de la croyance ou on parvient à se libérer réellement, à s'en libérer réellement entièrement? Comme je disais plus tôt, il y a des croyances, moi, que j'ai dû aller revisiter plusieurs fois.
Il y en a qui sont plus enracinés que d'autres. Il y a des angles, des fois, qu'on n'a pas vus et qui continuent de se manifester un peu dans l'inconscient. Mais éventuellement, plus on questionne avec ouverture, avec un profond désir de vérité, plus la charge émotionnelle se dissout. C'est vraiment... c'est ce que je vis dans mon expérience. Et éventuellement, il n'y a plus de charge. Et c'est à ce moment-là qu'on sait qu'on est libéré. C'est quand quelque chose ne vient plus nous déclencher une émotion. Et puis des fois, ça peut, un peu comme un mal de tête. À un moment donné, on réalise, ah, j'ai plus mal à la tête. C'est parti, puis on ne sait pas comment c'est parti, mais c'est parti. Puis, même chose, des fois, il y a des situations qui nous ont toujours fait réagir, et puis à un moment donné, on se rend compte que ah, ça ne vient plus me chercher. Ah, wow! C'est comme ça. Et souvent, le mal de tête disparaît parce qu'on ne se focalise plus sur le mal de tête, justement. Aussi, absolument. Des fois, le mal de tête peut même être encore présent, mais il n'y a plus d'emprise. Il n'y a plus d'emprise parce qu'il n'y a plus de résistance. Alors, on peut être totalement OK avec le mal de tête. Donc ça fait, c'est ça, on ne se focalise plus là-dessus, donc plus d'emprise. Et donc, à ce sens-là, on n'a même pas besoin de se libérer du mal de tête, donc on est libéré du fait qu'il n'y a plus de souffrance causée par la résistance à ce qui est. Ouais. Toujours Lorenzo, qui a l'air passionné. Merci. Et pour les traumas dans l'enfance. Alors, c'est intéressant, je trouve, cette question par rapport justement à ce que tu disais sur cette notion du temps qui n'existe pas. C'est bien ça? Oui, mais je vais être tellement sensible ici parce que quand on a vécu un traumatisme puis qu'on se fait dire non, le temps n'existe pas, non, 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 non. Okay. Ça peut être ah, mais je dis pas ça pour toi, Vincent. Non, partage son expérience. C'est juste que quand on a vécu quelque chose de difficile, c'est viscéral pour soi. Puis on le ressent vraiment comme non, mais c'est vrai ce que j'ai vécu. Mais oui, les traumatismes aussi, je suis allée questionner des croyances qui ont émergé dans des événements difficiles. Absolument. Mais ça prend, ouais, honnêteté radicale parce que surtout les traumatismes de l'enfance, la raison pour laquelle on s'est attaché à une croyance, c'était qu'il y avait une promesse de sécurité. Et donc, d'aller ouvertement questionner la croyance qui nous faisait la promesse d'une sécurité, c'est pas nécessairement facile. C'est pas nécessairement facile. Il faut vraiment en avoir ras-le-bol de la souffrance. Pour dire... parce que la promesse, finalement, la pensée nous fait une promesse, mais qui n'est jamais remplie. Ça dit non, tu peux pas. Non, il faut que tu t'attaches à ça. Tu n'as pas le choix. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Mais la raison pour laquelle on s'est attaché à cette pensée-là, c'est que ça nous disait que non, il faut que tu t'y attaches parce que c'est ta seule planche de salut. Ce sera la seule façon pour toi d'être en sécurité, d'avoir du contrôle. Et là, on vient dire, à travers le travail, on vient questionner ça. Parce que, paradoxalement, c'est la pensée à laquelle on s'est attaché qui est à la source de la souffrance. C'est fou parce que ça nous promet de nous donner de la sécurité et du contrôle, mais c'est l'inverse. C'est l'inverse qui se passe. Alors, et justement, tu travailles cette pensée en tant que toi, ici, maintenant, ou en tant que petit enfant qui croit qu'il a souffert? Et je mets entre guillemets qui croit qu'il a souffert. Bonne question. Je pars toujours d'ici maintenant, mais parce qu'on est toujours ici maintenant, de toute façon. Alors,
Hmm. Mais on peut aller se glisser quand même dans la peau de l'enfant. Parce que ça vit en nous de toute façon. L'enfant a une voix en nous. L'enfant a sa propre trame narrative. Euh, mais mais la place de laquelle on fait le travail, comme je mentionnais en début d'appel, c'est la place, c'est notre essence. C'est la place qui, elle, est parfaitement en sécurité. C'est la place qui est OK. Donc, c'est de cette place-là qu'on fait le travail et c'est de cette place-là, donc, qu'on est en mesure, finalement, un peu comme d'accueillir l'enfant et, et, et toutes les croyances auxquelles il s'est attaché et de dire, c'est bon, on va aller explorer ça ensemble, on va aller voir si ce à quoi tu t'es attaché, si c'est absolument vrai. Alors, c'est l'adulte, donc personne qui a les outils, c'est nous, dans notre état de présence, qui on accompagne une partie de soi qui n'est pas résolue, finalement. Donc, c'est un peu comme les deux. C'est les deux. C'est soit l'adulte, mais en même temps, on va donner une voix à l'enfant, particulièrement dans la question 3. On va donner une voix à l'enfant. Donc, qu'est-ce qui arrive à l'enfant quand il croit ça? Ou même ben, l'enfant qui continue d'habiter en nous, même à l'âge adulte. Donc, on est totalement capable, parce que souvent, ce qui n'a pas été résolu comme traumatisme va continuer de se manifester dans notre vie d'adulte. Donc, les émotions vont être encore aussi intenses, ou peut-être moins intenses, mais ça va se manifester dans nos relations interpersonnelles ou ça va se manifester de différentes façons dans notre vie d'adulte. Donc, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que des fois, c'est trop intense d'aller directement dans le traumatisme. Des fois, certaines personnes sont prêtes à y aller, sont mûres pour y aller, mais pas tout le monde. Des fois, on n'est pas prêt, c'est trop radical. Alors, à ce moment-là, on va prendre une situation plus récente, qui est une forme, encore une fois, qui est comme un résidu du traumatisme de l'enfance. Puis, donc, c'est une façon un peu comme détournée d'y accéder, mais doucement. Ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est ensemble. Que le temps passe vite, dis donc. Que le temps passe vite! Alors qu'il n'existe pas. Mais non, c'est ça, hein? C'est que le bonheur... Hey, parce que j'ai commencé un balado qui s'appelle L'envers des choses. Et puis, je pense que c'est avec mon premier épisode d'ailleurs, cette espèce de la notion de bonheur, parce que quand on est dans le bonheur, et moi j'étais totalement dans le bonheur, Vincent, merci. Quand on est dans le bonheur, il n'y a pas de temps parce que le mental n'est pas en train de chercher à s'enfuir. Il est déconnecté de cette partie. Ouais. Exact. Donc j'étais dans la joie et donc aucun mouvement d'essayer de me sortir de mon moment présent. Mon moment présent était parfaitement heureux. Alors donc, quand on a préparé ce live ensemble, tu me disais que tu avais envie de partager, de répandre le travail de Byron Katie. Qu'est-ce qui te motive dans cette idée de partager? Je dirais que c'est ma quête de vérité. Donc, parce qu'elle était tellement profonde pour moi et The Work est tellement venu répondre à ça parce que c'est un outil qui est concret. Ça, c'est absolument génial. C'est un outil qui est concret, qu'on peut utiliser concrètement. Et donc, j'ai envie que d'autres puissent avoir accès à cet outil fabuleux. J'ai vraiment envie que d'autres puissent y avoir accès parce que ça a marché pour moi, ça a marché pour plein de gens, ça marche pour mes clients. Je vois les résultats dans la vie des gens qui font le travail. Alors, voilà, oui, je vais répandre la bonne nouvelle. Oui,
Ben Parce voilà. qu'on a le droit au bonheur. En fait, c'est là. C'est juste qu'on oublie. Parce qu'on est identifié dans nos pensées, on perd de vue ce qu'on est fondamentalement, qui on est fondamentalement, notre essence même, qui est toujours, toujours inaltérée. Fait que, donc oui, si on peut... Des êtres remplis de bonheur. Ouais. Oui, c'est notre état naturel, le bonheur. Ça l'est. Voilà. Ben super. Je pense que ça va largement y contribuer. On va Yeah. Merci beaucoup pour ce moment passé en ta compagnie. Hey, merci Vincent, c'est super génial. Merci de m'avoir invité et merci à tous ceux qui se sont Connectés, qui ont participé. Oui, il y a eu Marina aussi, à tous ceux qui ont posé des questions aussi en amont. Oui, super génial, merci. Ouais. Puis à chaque fois qu'il y a une nouvelle question, c'est super, ça me force oui, à plonger à l'intérieur de moi puis d'aller chercher davantage de clarté. Donc, c'est super génial. De Donc, voir en quoi ça résonne aussi pour nous, finalement. C'est ça qui est intéressant. Absolument, oui, absolument. Alors, vraiment, merci à toi, Vincent. Merci à ton congiarium, d'ailleurs. Et à cette initiative que tu as, puis allez Merci voir tout le monde. Allez voir. Ouais, tout sera en ligne sur le site. On rajoutera toutes les ressources, tous les liens vers les sites de Byron Katie, les feuilles de travail à télécharger, les livres aussi. On n'a pas eu le temps d'en parler. Mais Byron Katie a écrit plusieurs livres, dont un qui est finalement un manuel de la méthode qui permet de commencer à travailler, à accompagner ou non. Oui, qui s'appelle Aimer ce qui est. Donc, si vous cherchez un premier livre avec lequel commencer, Aimer ce qui est, c'est un bon départ. Oui. Merci. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt tout le monde. Merci Bye. à tout le monde. Merci Sandra, Lorenzo. Bye bye. Passez une belle soirée et puis toi, passe une belle après-midi alors. Super. Merci. Merci. Au revoir. Bye bye. Au revoir.